ponctualité et surtout pour votre présence ce soir. On est très heureux de vous accueillir au Blue Point pour cette conférence Liège Créative, qui est le 3e rendez-vous d'un cycle que nous avons consacré cette saison à la mobilité de demain. Ce cycle, nous l'avons organisé en collaboration avec les acteurs du pôle automobile européen, acteurs qui ont publié un livre blanc relatif à cette mobilité du futur, fruit de différentes études, d'entretiens réalisés avec les acteurs du secteur. Et ce livre blanc a pour volonté de dresser une vue stratégique sur l'avenir de l'automobile. On sait que c'est un secteur, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui est aujourd'hui confronté à de multiples mutations, vues aux nouvelles technologies, notamment vues aussi au contexte climatique que nous avons de décrire, vues aussi à des modifications de comportement des usagers. Tout ça fait un livre blanc à plusieurs chapitres, et donc nous avons déjà soulevé deux, et nous sommes penchés déjà sur deux volets de ce livre. Vous étiez peut-être présents parce que nous avons parlé des voitures autonomes. Et en février, en ligne, on s'était intéressé à la digitalisation et à l'impact de la digitalisation sur le secteur. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux véhicules à hydrogène. Alors, l'hydrogène, on sait que c'est une réponse, une solution pour la décarbonisation des transports. Donc, avec toute innovation, une solution, mais là aussi, un peu c'est challenge. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, j'ai parlé déjà de différents rendez-vous, mais peut-être que c'est la première fois que vous voyez ce soir, donc je vous dis un bref mot sur le forum Liège Créative. C'est une dynamique de l'Université de Liège qui a vu le jour pour offrir un échange permanent de rencontres aux acteurs de l'innovation, jouer sur le décloisonnement entre les acteurs de milieux différents, de disciplines différentes, parce qu'on sait que le décloisonnement est source de créativité et d'innovation. Et il y a beaucoup de matières dans lesquelles il faut se montrer innovant aujourd'hui pour relever tous les challenges face auxquels nous nous trouvons. Voilà, pour être assez près sur ce que nous faisons. Et alors en termes de décloisonnement, eh bien aujourd'hui, on va entendre 5 points de vue différents. Les membres du panel qui vont s'exprimer sont là et je vais les présenter tour à tour. Je remercie d'abord chacun d'être là, et en particulier le professeur Duzinx et Dimitra Papadimitriou, qui sont les coordinateurs du livre blanc que j'ai évoqué et qui s'exprimeront aussi. Alors d'abord Arnaud Snessen. Arnaud travaille depuis une dizaine d'années chez John Cockerill, qui se positionne fortement sur le secteur de l'hydrogène, donc dans la production d'hydrogène par électrolyse. Arnaud parlera évidemment des projets hydrogène liés à la mobilité. Ensuite, Patrick Henrich, qui est professeur à l'ULB, directeur du département aérothermomécanique, spécialiste de la propulsion à hydrogène. Alors, il s'est beaucoup intéressé aux avions, mais aujourd'hui, il va nous parler évidemment des véhicules et plus spécifiquement des poids lourds. Alors, Nicolas Paris, lui, il a un parcours dans l'énergie chez Engie puis chez Lamperis, avant de rejoindre aujourd'hui le groupe d'Itoron et sa filiale EDU. Pour Electric Type Autonomy. Donc il accompagne les utilisateurs vers une transition vers une mobilité plus propre, plus verte. Et donc il partagera aussi sa vision et une certaine tension, vous verrez, entre l'électrique et l'hydrogène, mais avec un point de vue constructif. Bertrand Mathieu, qui est directeur général d'Autoform. Autoform, c'est le centre de formation des métiers de l'automobile. Et Autoform, vous le savez peut-être, a inauguré le premier atelier hydrogène pour former les mécaniciens automobiles aux voitures de demain. Donc on sera bien tourné vers demain, comme le livre blanc, qui a donc coordonné le professeur Duzinx que je vous présente, même si j'ai l'impression que c'est inutile, ils sont toujours les connaître, professeur Duzinx, dans cette salle. Le professeur Duzinx est professeur à l'Université de Liège. Il détient la chaire d'ingénierie des véhicules terrestres. Donc il est enseignant et chercheur dans le domaine des véhicules. C'est vraiment un domaine qui lui tient fort à cœur, la mobilité sous toutes ses formes d'ailleurs. Et prochainement, je peux l'annoncer, il rejoindra la prochaine équipe rectorale autour de la future nouvelle rectrice Anne-Sophie Nissen, qui avait été élue il y a peu de temps, et il aura en charge la mobilité
mais aussi la mobilité à l'international, la coopération internationale. Et je présente aussi Dimitra qui est là, qui est juriste assistante et qui a coordonné tout ce travail autour du livre blanc. Voilà, je cède la parole au professeur Buzynx qui va poser le cadre et introduire le sujet. Et puis chacun des intervenants interviendra en 10 minutes. On a prévu des interventions brèves pour un temps de questions-réponses avec vous. Merci beaucoup Delphine. C'est un grand plaisir de vous accueillir nombreux. La voiture autonome avait déjà fait un tabac, mais l'hydrogène, je pense que c'est encore mieux. Et voilà, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Bien, tout simplement parce que nous participons à un projet qui s'appelle le Pôle automobile européen. Je ne sais pas si j'ai le temps. Merci. Pôle automobile européen qui est un produit financé, un projet de recherche financé par la Grande Région, visant la collaboration entre les régions de Wallonie, Grand-Duché de Luxembourg, Grand Est français, Rhénanie-Palatinat et Sarre. Et dans le cadre de ce pôle automobile européen, l'automobile est un secteur industriel important et on s'est interrogé sur l'évolution du véhicule dans la prochaine décennie. Alors, on a d'abord voulu former un comité de haut patronage qui était formé de spécialistes et de personnalités de la Grande Région. Le Covid est passé par là, donc on ne pouvait plus faire les réunions en présentiel que nous souhaitions. Et donc, on a travaillé aussi à la maison sur des études stratégiques, et il en existe un très grand nombre de par le monde et en Europe, mais aussi sur la revue de la littérature pour vérifier les faits et quantifier les chiffres ou en tout cas les vérités que l'on voulait nous asséner. Alors, de tout ça est né un gros document qui est sorti, mais qui va avoir aussi un résumé, pour un digest si vous êtes plus pressé, et qui résume en fait les conclusions. Les conclusions sont assez spectaculaires, on va en découvrir quelques-unes, mais en tout cas les lignes de force dans ce PowerPoint, et vous allez voir que la première des choses qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des forces du changement. Et quelles sont les forces du changement? D'une part, il y a des crises, et les crises sont des catalyseurs de changement. Alors, il y avait déjà des tendances très lourdes, comme le vieillissement de la population. Le véhicule autonome est né aussi de cette volonté. La crise de l'énergie, on la vit maintenant encore plus qu'avant. Le besoin de plus de santé, mais aussi d'autres challenges tels que la digitalisation massive qui s'annonce devant nous. Alors, le catalyseur, comme je vous dis, ça a été d'une part la crise Covid. Aujourd'hui, on en vit un autre avec la crise ukrainienne, qui accélère et amplifie certains mouvements. Le premier qu'on voit, c'est l'arrivée du véhicule électrique qui était annoncé, avec d'une part une baisse du prix des batteries, parce qu'il est un élément critique et clé du véhicule, avec une inversion aux alentours de 2024-2025, c'est même plutôt 2024 que 2025 aujourd'hui, c'est le passage sous les $100 le kilowattheure pour les batteries. Avec un seuil psychologique comme tous ces chiffres-là, mais avec un facteur d'amplification sur le coût du véhicule électrique et la mise à disposition de véhicules électriques beaucoup moins cher avec une autonomie décente. Alors avant, on avait des prévisions et chaque année, maintenant, on revoit les prévisions à la hausse. Généralement, c'est toujours à la baisse, mais ici, c'est toujours à la hausse. Et donc, on voit vraiment ce facteur d'amplification avec, durant la crise, une pirouette de l'industrie automobile qui est un gros bateau très lourd, qui a profité de l'arrêt d'un grand nombre d'installations et d'usines pour les reconvertir en véhicules électriques. Notamment dans notre grande région, il y a l'usine de Trémery, peut-être que ça ne vous dit rien, mais si vous avez une Peugeot, 500 000 moteurs année diesel, on a tout arraché. Aujourd'hui, c'est 500 000 moteurs électriques en 2024. Donc c'est vraiment un signe que l'industrie est en train de pivoter sur elle-même sur l'électrification. Alors, les plus petits véhicules électriques, vous l'avez vu aussi, ça c'est une croissance à 2 chiffres cette fois-ci. C'est le passage et le recours à la mobilité individuelle, le fait qu'il y ait des virus, l'insécurité a poussé la population vers des transports individuels où on se sentait beaucoup plus en sécurité, c'est-à-dire le vélo, la trottinette, etc. Et là, c'est un phénomène de masse qui est, à mon avis, de très longue durée et qui va prendre une ampleur inégale. À côté de ça, et ça c'était un peu notre étonnement avec Dimitra, c'est que lors des plans de relance, on a interrogé nos amis français et allemands, on a vu arriver le monstre du Loch Ness qui 100 fois est apparu et a disparu.
c'est l'hydrogène. Avec, dans toutes les études, l'apparition de mettre une partie du parc en hydrogène, et principalement dans notre grande région, c'est le véhicule utilitaire léger ou lourd qui fait l'objet de cette attention. Avec un groupe industriel Stellantis qui, lui, mise vraiment sur cette technologie. Et donc on ne peut pas ignorer qu'une partie du parc va basculer en hydrogène aussi dans un certain horizon. Alors, des autres fantasmes aussi, peut-être diront certains, mais finalement qui deviennent de plus en plus réalité, c'est le véhicule autonome, ou avec une certaine autonomie, dont on vante les mérites. Les personnes plus âgées pourront retrouver éventuellement une autonomie bien plus tard en restant à la maison, voire aussi d'électrifier ou de rendre des véhicules plus souples et plus versatiles dans les centres-villes avec des navettes autonomes ou de la livraison de colis pendant la nuit en évitant les embouteillages. Donc, certaines perspectives, mais la précédente version de notre débat nous a montré que c'est quand même un véhicule relativement onéreux et donc qui est principalement ciblé dans notre décennie sur des usages tels que le transport de personnes et sur des applications extrêmement intensives en termes de nombre d'heures par jour. Alors, le basculement aussi vers la mobilité comme service. Aujourd'hui, peut-être que les jeunes générations sont beaucoup moins attachées que nous l'étions à notre voiture. Et donc, le fait d'utiliser un véhicule ou d'utiliser un déplacement, c'est le principal objectif de beaucoup d'entre nous. Et donc, un recours de plus en plus, une transformation. Les constructeurs automobiles se présentent, il y a un article récent dans le Moniteur d'automobile, aujourd'hui comme des fournisseurs de mobilité. Toyota, Volkswagen, vous êtes maintenant des fournisseurs de mobilité plus que des fournisseurs de voitures. Et enfin, la digitalisation qui envahit toute la chaîne. Alors, on a fait également un séminaire, un webinaire plus exactement. On a très bien vu apparaître, d'une part, l'utilisation de la digitalisation sur la vente, sur la collecte de données que vous laissez traîner derrière vous comme des petits poussets, et la valorisation, la marchandisation de ces données, avec des limites évidemment dans les aspects légaux, et aussi toute la souplesse que l'on pourrait en retirer dans la production de véhicules, avec de nouvelles technologies, de véhicules intelligents et de production de machines intelligentes. Alors, on a vu apparaître aussi des choses un peu plus fun, si on ne s'est pas gêné de remettre ça aussi dans notre livre blanc. Il y a un très petit marché qui apparaît sur les voitures volantes. Safran peut-être serait intéressé un jour par faire une voiture volante, avec l'inauguration du premier aéroport, on pourrait dire ça, ou autoport, je ne sais pas, au centre de Londres, ou la livraison de colis par des drones. Donc ça, c'est un petit marché, mais qui apparaît, qui grandit. Est-ce qu'il est négligeable? Moi, je ne pense pas. Je crois qu'il faut toujours accorder de l'importance, même à des petits marchés, parce qu'un jour, ils peuvent devenir éventuellement très importants. Alors, on a parlé aussi beaucoup du lien avec la ville, l'organisation de la ville. Comme Dimitra est grec, évidemment, on n'a pas pu passer à côté d'Askipalea, qui devient la première Smart and Sustainable Island d'Europe. Je veux dire ville, mais Island d'Europe, avec cet aboutissement. Alors, juste pour terminer, l'hydrogène chez nous, c'est un virus qui nous a rattrapé. Je dis que c'est un truc qui était revenu périodiquement. Eh bien, en fait, le premier véhicule à hydrogène que nous avons la chance de faire, c'est sous l'impulsion du professeur Germain et avec mon équipe, c'est de participer au Chalet de Marathon. On était la première équipe parmi les trois qui ont concouru dans la catégorie hydrogène, avec cette fois-là les véhicules thermiques qui se sont fait ratisser, parce qu'avec une pile à combustible, on avait évidemment des rendements largement supérieurs. Après, ils ont essayé de mettre des tas de trucs qui ramenaient du poids pour essayer de nous pénaliser, parce que le deuxième ennemi de la consommation d'énergie, c'est le poids. Avec des recherches aussi sur différents domaines, notamment dans la simulation, la conception, les composants. Ma collègue Nathalie Job, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, qui, elle, travaille vraiment dans le cœur, qui est la pile à combustible. Et puis, Patrick Hendrick, qui est présent aussi, professeur à l'ULB, avec Patrick et Nathalie, on a eu de multiples projets, ou en tout cas aventures, aurais-je dû dire, mais en tout cas tout honneur.
et notamment avec le test d'un véhicule pile à combustible dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait Swarm, déploiement d'une petite flotte de véhicules. Le véhicule, je dois vous avouer, qui n'avait qu'une vitesse de pointe de 90 ou 100 km/h, je pense, a même rendu l'âme dans le réveillon, surchauffe de la pile. Mais le but, c'était de pousser les composants jusqu'à leur extrême limite. Donc, le but était atteint et bien atteint. Mais ce qu'on a appris est forcément quelque chose d'inirrachable dans le cœur. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de pouvoir susciter différents partenariats aussi avec et des différents partenaires qui vont vous présenter plusieurs aspects du véhicule terrestre à hydrogène, et donc ce sera avec plaisir qu'on vous posera également toutes les questions, que je débattra avec vous dans la partie terminale, ce sera la partie la plus intéressante. Voilà, merci beaucoup. C'était peut-être trop long. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Essence de John Cochrane. On va partir de la production jusqu'à l'utilisation. Merci. Bonjour à tous. Et merci Mme Buchet et évidemment au professeur Essence pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour John Cochrane de venir présenter ce qu'on fait à l'extérieur. Donc je me présente Arnaud Snessens, responsable technique du département mobilité chez John Cochrane. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement ce qu'est une station hydrogène et aussi vous présenter quelques projets en cours chez nous. Un petit mot d'abord sur la société John Cochrane. Je me doute qu'avec une audience majoritairement liégeoise, la société est relativement connue. Donc le groupe est divisé en 6 secteurs, et dont un nouveau qui s'appelle le secteur Renewable. Et au sein du secteur Renewable, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une équipe en charge du stockage de l'énergie par batterie. Ça, c'est notre première business line. Nous avons également une équipe en charge du dimensionnement de récepteurs thermosolaires. C'est la photo que vous voyez au milieu à droite. Nous ne sommes pas peu fiers parce que nous avons plusieurs références, que ce soit en Chine, au Chili, à Dubaï et également en Afrique du Sud. Et ensuite, le petit nouveau, c'est l'hydrogène. Il y a 4-5 ans, John Cochrane a commencé à s'intéresser à l'hydrogène, d'abord avec une petite équipe de 4-5 personnes, et aujourd'hui nous sommes plus d'une centaine à Liège à travailler dans l'hydrogène. Donc quand on pense à l'hydrogène, on pense avant tout à sa production. Et donc la photo que vous voyez en fait en bas à droite, c'est une de nos plus grosses machines. C'est un électrolyseur de 5 MW électrique capable de produire 90 kg d'hydrogène par heure. Et en 2019, John Cochrane en fait a acquis une société chinoise qui, elle, était sur ce même secteur depuis plus de 25 ans, avec plusieurs références. Et depuis lors, nous essayons avec eux de développer des machines de plus grande puissance. Et puis récemment, voici une petite année, on a développé également une équipe au niveau de la mobilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que plusieurs appels d'offres nécessitaient pas uniquement de la production, mais également un support en distribution pour l'hydrogène. Et donc l'objectif avoué de John Cochrane, c'est d'être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. D'un côté, la production jusqu'à sa distribution. Et donc quand on pense à la distribution d'hydrogène, un des plus gros consommateurs, ce ne sera pas la mobilité. En réalité, ce sera l'industrie pour la production d'engrais, d'ammoniac, de méthanol. Mais une partie d'hydrogène sera évidemment utilisée dans le futur pour la mobilité. Et quand on parle de la mobilité dans l'hydrogène, on parle de mobilité légère pour LDV, Low Duty Vehicle, et HDV pour Heavy Duty Vehicle. Et le premier fonctionne à 700 bars et le second fonctionne à 350 bars. On y reviendra. Afin de détailler mes propos, quelques images, quelques photos. Ce que vous voyez au-dessus à gauche, c'est la première station en France, à Fayence, la première station hydrogène qui a été rendue publique en 2017. Et une station hydrogène, elle est globalement composée des mêmes composants. Le premier, c'est le dispenser. C'est la boîte à côté duquel la voiture vient se garer, comme pour une station classique. Et avec un tuyau et le pistolet, vous remplissez votre véhicule, non pas de carburant classique, mais de gaz. Et derrière, ce qu'on voit, derrière le mur, en fait, ce sont des compresseurs. L'hydrogène, il doit être comprimé très fortement pour augmenter sa densité énergétique. Et également, l'hydrogène, on doit le stocker. Et également, pour terminer, l'hydrogène, dans une station, on doit le refroidir. Parce qu'il a une fâcheuse tendance à augmenter de température quand on le détend. Et afin de pouvoir remplir les véhicules en toute sécurité, on devra refroidir l'hydrogène de manière très forte. Quelques exemples de véhicules actuellement disponibles sur le marché. Le plus connu est la Toyota Mirai,
Le premier modèle a été mis en service en 2014 et sa petite sœur, la Mirai numéro 2, est arrivée en 2020 sur le marché. Les constructeurs européens, eux, sont plutôt orientés vers les véhicules lourds, type les bus et les camions, dont un constructeur bien connu chez nous, le constructeur flamand Van Hool, qui est un pionnier en la matière. Ce qu'on remarque également, c'est que de plus en plus, on a des demandes pour avoir des barges et des péniches fonctionnant à l'hydrogène. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Un petit état des lieux. Donc, ici, une petite question pour vous. Qui d'entre vous a déjà vu une station hydrogène? On a 10 personnes. Mais ça ne m'étonne pas. En effet, il y a très peu de stations hydrogène. En réalité, en Belgique, on en compte sur les doigts d'une main. Il y en a une ou deux à Bruxelles, une ou deux en Flandre, et une nouvelle, pas loin d'ici, à Herve, pour ceux qui habitent dans la région, qui est toujours en phase de mise en service. Et donc l'état des lieux est le suivant. En réalité, dans le monde, à fin 2021, on dénombrait un peu moins de 700 stations, dont 200 en Europe, pour moins de 32 000 véhicules actifs roulant en hydrogène. Donc quand on parle de véhicules actifs, on parle à la fois des véhicules légers et les véhicules lourds, type bus et camions. Et l'objectif en 2030 de la FIR, qui est une association qui promeut l'utilisation de carburants alternatifs, comme l'hydrogène, c'est d'avoir un minimum 1600 stations en Europe, mais des grosses stations. Des stations capables de délivrer jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène par jour. Également, elle préconise d'avoir une station tous les 100 km sur les principaux corridors autoroutiers et à minima 2 stations hydrogène par ville européenne. Et donc ce qu'on voit, c'est clairement la situation actuelle. On a une structure quasiment inexistante au niveau de la distribution d'hydrogène, et en 2030, on doit arriver à un réseau structurant, robuste et fiable, afin de pouvoir lancer pour de bon la filière hydrogène dans la mobilité. Alors si vous me le permettez, quelques considérations techniques par rapport à l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, on en entend beaucoup parler, on entend beaucoup parler de chiffres, mais c'est important d'avoir quelques ordres de grandeur en tête. Donc 1 kg d'hydrogène, ça représente quoi? Ça représente beaucoup d'énergie. Plus de 33 kWh. C'est pas mal, c'est plutôt énorme. Ça correspond à un peu moins de 4 litres d'essence. Malheureusement, l'hydrogène, c'est un gaz, il n'est pas présent sous forme liquide, aux températures et aux pressions qui nous entourent. Donc 1 kg d'hydrogène, ça correspond à environ 11 mètres cubes d'hydrogène à la pression atmosphérique. On se rend bien compte que l'hydrogène, on va devoir le comprimer pour pouvoir l'utiliser. Et les fabricants automobiles ainsi que les normes internationales ont défini 2 niveaux de pression. Le premier est le niveau 350 bars pour les véhicules lourds, ce qui permet d'atteindre une densité de 24 kg par mètre cube. Et de l'autre côté, pour les véhicules légers, on a défini un seuil de 700 bars qui permet d'atteindre une densité de 42 kg par mètre cube. Et typiquement, la voiture, la Toyota Mirai, elle a une autonomie de 5 à 600 kg, ce qui nécessite d'embarquer 5 à 6 kg d'hydrogène. Donc le chiffre que vous pouvez obtenir, c'est 15 kg d'hydrogène permet de rouler 100 km. Par contre, ces 5 kg d'hydrogène nécessitent un réservoir de 125 litres. J'aimerais bien également aborder avec vous la différence d'efficacité entre les voitures hydrogène et les voitures électriques. Parce que c'est souvent un argument qui est repris par les détracteurs de l'hydrogène, comme quoi l'efficacité est très faible. Et la réponse est oui, c'est vrai. En effet, les voitures hydrogène, quand on tient compte de toute la chaîne, de la production par électrolyse de l'eau, de son transport, de sa compression et de son utilisation d'une pile à combustible, on obtient un rendement global de 25%. En effet, c'est assez faible, comparé à une voiture électrique classique qui nous donne un rendement global de 75%. Alors, quel est l'intérêt de l'hydrogène? Et l'hydrogène, il a plusieurs intérêts. Avant tout, on peut le stocker. Ça, c'est un avantage qui est quand même assez appréciable. Ensuite, les voitures hydrogène ont une autonomie nettement supérieure aux voitures électriques. Je viens de vous citer la Toyota Mirai qui permet de rouler 5 à 600 km. Troisième point, les voitures hydrogène permettent d'être rechargées très rapidement. Typiquement, une voiture normale est rechargée en 3 minutes et un véhicule lourd nécessite entre 10 et 15 minutes afin d'être rechargé, ce qui est assez impressionnant. Le dernier point, c'est au niveau de l'infrastructure. Même si l'infrastructure en 2022 est quasi inexistante, le coût pour développer l'infrastructure hydrogène restera moins cher que le coût pour développer ou mettre à niveau
l'infrastructure pour les voitures électriques. Et en fait, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas mettre en compétition les voitures électriques et les voitures hydrogène. Les deux s'adressent à des segments de marché différents, comme on le voit sur le graphique à droite. Les voitures hydrogène s'adaptent particulièrement bien aux véhicules de grande taille et aux véhicules parcourant de nombreux kilomètres. C'est ce qu'on voit au-dessus à droite dans le graphique, typiquement les camions, les bus, donc les gros véhicules, mais également les véhicules un peu plus légers roulant énormément, comme des taxis. Le futur, l'hydrogène sera clairement une solution d'avenir pour ces véhicules-là. Et à contrario, les petits véhicules roulant de petits kilomètres, typiquement la voiture individuelle, aura tout intérêt à être full électrique. Mais concrètement, comment remplit-on un réservoir d'hydrogène avec une station? Bon, avant une station de recharge d'hydrogène, elle doit répondre à 3 défis. Le premier, on veut que ce soit safe, on veut que ce soit sécuritaire. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, c'est un gaz qui est hautement inflammable, hautement volatile et hautement explosif. Et les stations que nous développons chez nous doivent avoir des moyens de détection pour s'assurer de remplir en toute sécurité nos véhicules. Deuxième point, on veut que les stations permettent de remplir rapidement les véhicules, et on vient d'en discuter, on parle de 3 minutes pour les véhicules légers et de 10 à 15 minutes pour les véhicules lourds. Et le dernier défi, c'est que l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est avoir son réservoir qui soit rempli. Et les normes internationales définissent ce qu'on appelle le state of charge, qui nous indique qu'on doit être capable de remplir un véhicule hydrogène au moins à 95%. Alors d'un point de vue pratique, comment remplit-on un véhicule hydrogène? Comme je vous ai dit, une station hydrogène comporte de nombreux stockages. Le stockage d'hydrogène à très haute pression. Et en fait, la manière dont on va remplir les véhicules hydrogène, c'est par équilibrage de pression. C'est ce qu'on appelle le cascading refueling. On va équilibrer les pressions des deux réservoirs afin d'atteindre la pression souhaitée, qui est de 700 bars pour les véhicules légers. Par contre, il y a un élément qu'on doit prendre en considération, c'est le refroidissement. Je vous en ai parlé. Et ça, c'est un des nombreux défis également pour les stations futures. L'hydrogène doit être refroidi à moins 40 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'hydrogène, il va s'échauffer. Premièrement, à cause de l'effet Joule-Thomson, c'est-à-dire quand on va détendre l'hydrogène d'une haute pression à une basse pression, on va avoir une augmentation de température. Et deuxièmement, l'hydrogène, quand il va être injecté dans le réservoir du véhicule, va subir ce qu'on appelle une compression adiabatique. Et donc l'hydrogène va subir 2 sauts de pression, 2 sauts de température. Pardon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les réservoirs actuels des véhicules ne sont pas composés en acier. Ils sont réalisés en polymère et en matériaux composites. Et ces matériaux, ils n'aiment pas trop la température élevée. Typiquement, ces matériaux nous limitent à 85 degrés Celsius. Et c'est pourquoi il est important de refroidir l'hydrogène à moins 40 degrés avant de pouvoir remplir un véhicule. En fait, tout ceci est clairement bien défini dans les normes internationales, dont la plus connue est la norme SAEJ, qui est communément utilisée par les industries. Et cette norme, elle définit le taux de recharge du véhicule en fonction de plusieurs paramètres. En fonction de la température ambiante et en fonction de la pression initiale du véhicule, la norme nous définit un grade de montée en pression afin de s'assurer de rester toujours dans les limites acceptables. Pour terminer, j'aimerais vous présenter 2 projets sur lesquels nous travaillons. Il y a le projet Liège Airport, peut-être en avez-vous entendu parler. Donc c'est un projet qui consiste en une unité de production d'hydrogène. Donc on va installer un électrolyseur qu'on appelle DQ100, capable de produire 100 normomètres cubes d'hydrogène par heure. Ça correspond à environ 200 kg par jour. Et ensuite, on va installer une station de recharge qui permettra à la fois de remplir les véhicules légers et les véhicules lourds. Et en cas d'indisponibilité de l'électrolyseur, on a toujours une backup solution, on appelle ça, c'est-à-dire que la station peut être alimentée par tube trailer. Tube trailer, ce sont des camions qui transportent l'hydrogène. Deuxième projet sur lequel nous travaillons, c'est le projet Serenity. Et celui-ci, il est clairement important pour John Cockerill. Donc ce n'est pas un projet public, c'est un projet privé, entièrement financé sur fonds propres. Et ce projet, il consiste en quoi? Il consiste aussi en l'installation d'une station de recharge pour véhicules légers et pour véhicules lourds. Et cette station, elle sera alimentée par tube trailer, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de production d'hydrogène.
Mais l'intérêt de cette station, c'est quoi? C'est de pouvoir tester des nouveaux développements, des nouveaux équipements, des nouveaux protocoles de remplissage, parce qu'on sait que dans le futur, les technologies vont évoluer et John Cockerill veut rester à la pointe. Et grâce à cette station pilote, nos équipes vont pouvoir l'utiliser afin de tester toutes ces nouvelles technologies. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonsoir. Donc, je pense que ma présentation n'a pas été préparée en collaboration avec John Cockerill, mais qu'il y a beaucoup de points qui sont très en accord avec ce que vous avez dit dans votre présentation, même si on ne s'est jamais vu avant et on ne s'est jamais parlé. donc, juste pour un peu signaler où en est le monde universitaire par rapport au travail sur l'hydrogène. Donc, il y a depuis environ une bonne année seulement, un groupe qui a été créé avec 13 institutions de recherche belges, toutes les universités, tous les centres de recherche et aussi Engie Laborelec, sur l'hydrogène, qui s'appelle donc le BERA, Belgian Energy Research Alliance, le thématique groupe hydrogène. On a essayé, donc c'était à l'initiative notamment de Nathalie Job, qui a été signalée tout à l'heure, d'être présent dans les grandes organisations européennes. Et au niveau recherche, il y en a deux grandes. Il y en a une qui est Hydrogen Europe Research, donc qui, avant le Covid, faisait 40 organisations. Et aujourd'hui, il y a eu l'Assemblée générale mercredi la semaine passée, il fait 114 organisations. Vous voyez, donc en 2 ans, environ 3 fois plus de membres que précédemment. Et la deuxième grande organisation, c'est l'ERA, European Energy Research Alliance, donc il y a un joint programme Hydrogen qui existe. Et alors il y a une autre organisation qui est bien plus large qu'au niveau hydrogène, qui est l'IEA. On entend parler maintenant à la radio presque plusieurs fois par jour, hein, donc alors que c'est relativement ancien. Et là il y a donc un groupe TCP hydrogène, où c'est le professeur Prost de l'UC Louvain qui est le représentant belge. Je pense qu'au niveau des acteurs sur la recherche hydrogène, en Belgique aujourd'hui, ces acteurs se parlent vraiment. Donc ce groupe, du thématique groupe du BERA, a lancé un grand projet de recherche grâce au FOD Economy, au SPF Economy, il y a environ il y a 6 mois, c'était début octobre, avec donc 16 thèses de doctorat, avec justement l'obligation d'avoir toutes les thèses qui sont en co-tutelle, avec 2 au moins profs et services qui doivent diriger tous les chercheurs. Donc il y a la première Hydrogen Week qui a eu lieu il y a environ 2 semaines à Anvers. Donc, où il y avait d'ailleurs John Cockerill qui était là le jeudi, donc avec un très grand nombre d'industriels qui parrainent l'organisation. Je crois qu'il y a 35 industriels qui ont signé des lettres de support, dont notamment Vanol, hein, qui a été mentionné tout à l'heure. Vanol, donc, qui est une entreprise essentiellement familiale, hein, donc 100% familiale, 4000 personnes, mais qui a investi des dizaines de millions d'euros, hein, donc sur la filière hydrogène, et qui croit à ça au moins aussi fort, je pense, que John Cockerill. Si on les associe, je pense qu'ils pourront discuter toute la soirée de ces sujets-là. Donc, dans ma présentation, donc, je vais parler surtout des véhicules lourds, donc pas tellement des poids lourds, mais des véhicules lourds, plutôt généralement, donc heavy duty vehicles, dont on a parlé tout à l'heure. Mais il faut bien voir que avec le Clean Hydrogen Partnership, donc de l'Union européenne, donc qui fait partie de la Commission maintenant, il vise donc la mobilité hydrogène dans tous les secteurs, donc tous ceux qui sont mentionnés ici. Je vais parler donc plus particulièrement des bus, hein, qui sont là, mais les trains qui n'ont pas encore été cités, hein, donc sont donc un grand sujet d'essai aujourd'hui, puisque
évidemment, en Belgique, on croit que tous les trains sont sur des lignes électrifiées. C'est loin d'être le cas dans de nombreux pays européens. Si on regarde l'Allemagne, par exemple, environ 40% des lignes ne sont pas électrifiées. Il y a beaucoup de lignes aussi de transport, en Belgique aussi d'ailleurs, qui ne sont pas électrifiées. Donc ça reste un domaine où il faut décarboner fortement. Et évidemment, il y a les voitures individuelles qui sont aujourd'hui un peu la vitrine de ce qu'on voit au niveau hydrogène. Donc, John Cockerill nous a parlé de la Mirai. Bon, il y a aussi la Nexo de Hyundai. Bon, Mercedes a une GLC aussi. Donc, il y a différents véhicules. Audi en a aussi, donc, mais ils ne sont pas très, très visibles, certains d'entre eux. Mais c'est ceux-là qu'on connaît, même si on peut certainement dire que, comme on a dit, ce qui compte, c'est la distance franchissable, la masse, la vitesse, que ce ne sont pas les véhicules qui sont les plus appropriés à passer à l'hydrogène. Bien qu'il y a certainement des types de voitures qui sont destinées à passer à l'hydrogène, comme par exemple les taxis, vu qu'ils sont fortement impactés par le temps de recharge en électrique qui leur font perdre énormément d'argent pour les chauffeurs indépendants sur une journée. Et on voit aussi, donc Pierre parlait des drones, donc des drones à hydrogène, donc ce n'est pas le but aujourd'hui, mais c'est vraiment la grande technique pour augmenter l'autonomie. Donc l'hydrogène au niveau des drones, c'est vraiment ce qu'il faut pour augmenter l'autonomie, mais bon, c'est encore un petit peu balbutiant aujourd'hui. Alors, évidemment, la grande vitrine de l'hydrogène au niveau mobilité, ce sont les bus. Il y a eu de nombreux projets européens depuis plus de 10 ans, donc avec un relativement petit nombre globalement de bus, parce qu'on parle de quelques centaines de bus seulement, alors que si on prend la STIB à Bruxelles, eux seuls, ils en ont 880 des bus, donc ça reste des assez petits nombres. Vanol a produit environ 200 bus hydrogène et vendu 200 bus hydrogène, mais c'est vraiment une très très forte vitrine. Pourquoi? Parce que c'est un transport public, donc ça a une image très favorable par rapport au public, et parce que les bus, ils sont dans des zones urbaines très souvent, et les low emission zones, qu'on connaît à Bruxelles, puisqu'on interdit un certain nombre de véhicules maintenant d'entrer, sauf en leur donnant des amendes assez sérieuses, toutes les villes européennes ont des low emission zones. Et donc, ils sont obligés d'aller vers des solutions avec très très peu d'émissions de CO2. Et le bus hydrogène est une excellente situation. Alors évidemment, on parle d'un bus qui a une pile à combustible, donc il n'y a pas de moteur à combustion interne. On parle d'hydrogène qui doit être produit de manière verte, donc avec des énergies qui sont renouvelables. Et il faut évidemment, on n'a pas encore utilisé ce mot-là, et c'est un terme qui est peu sur le marché quand on parle d'hydrogène, mais ici on parle d'un hydrogène qui est extrêmement pur. Donc avec une pile à combustible, on est obligé d'avoir un hydrogène à 99,998, 995 peut-être, donc le troisième chiffre derrière la virgule, 1%. Donc c'est extrêmement pur et ça impacte évidemment sur le prix. Aujourd'hui, en tout cas, on verra ce que ça donnera à un moment donné si on arrive à réduire ce prix. Alors, c'est un fait qu'il y a des projets de bus à hydrogène dans de très nombreuses villes européennes, aux États-Unis également. Donc en Allemagne, ils sont évidemment très forts, mais les Français, depuis 2 ans, ont emboîté le pas. Il y a de très très nombreuses villes où on a des bus hydrogène. Je dirais qu'un des exemples qui n'est pas mentionné ici, c'est certainement Pau, la ville de Pau, où ils ont une production locale. Donc, dans la station est à l'endroit du dépôt et ils produisent l'hydrogène localement. Donc, ce qui n'est pas si habituel, mais on voit qu'on peut le faire. Pau, ce n'est pas non plus au milieu du Sahara. Donc, on voit que c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Et si on parle de Bruxelles, puisque c'est un peu l'exemple que je prends, eh bien, il y a un plan qui a été voté par le Parlement bruxellois qui interdit à partir du 1er janvier 2025 d'avoir de nouveaux véhicules qui brûlent un carburant. Donc on ne peut plus brûler ni de l'essence, ni du diesel, ni du gaz naturel, ni je ne sais pas quoi, ni de l'hydrogène. D'ailleurs, on ne peut pas brûler de l'hydrogène, mais dans une pile à combustible, on ne brûle pas de l'hydrogène. Et donc, c'est très très impactant pour une société de transport en commun comme la STIB, qui sont obligés de trouver une autre solution que les véhicules diesel qu'ils utilisent aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qu'ils ont comme solution? Des véhicules électriques, ils en ont, donc ils les ont essayés. Donc on a fait une étude donc, assez poussée avec la STIP, mais le grand problème du véhicule électrique de type bus, c'est le temps de recharge. Le temps de recharge est très 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 impactant et comme l'a signalé mon collègue précédemment, il y a le temps de recharge et il y a aussi l'endroit où vous pouvez situer une station de recharge. Donc si vous allez visiter Audi-Forêt, quand Andreas Kremer a décidé que ce serait, ou a proposé au groupe Audi qu'on pourrait construire une voiture électrique, la e-tron, sur le site de Forêt, donc ils ont installé des stations de recharge, d'abord à 20 kW, puis à 50 kW, puis à 100 kW, puis à 150 kW. Essayez de mettre des stations de recharge à 150 kW à tous les coins de la rue, ça n'a jamais marché. Donc ni à Bruxelles, ni à Liège, ni à Namur, ni je ne sais pas où. Donc c'est un très très grand problème. Donc la STIP, par exemple, ne peut avoir des stations de recharge en dehors de ses dépôts qu'au-dessus des lignes de métro. C'est le seul endroit où ils peuvent aller chercher donc une grande intensité au niveau des courants et des grands voltages. Donc c'est d'aller chercher ça sous terre, mais le métro ne passe pas évidemment partout. Et donc le temps de recharge et la disponibilité de l'infrastructure est un très très grand problème. Et on en arrive à voir donc ce qu'ils appellent exchange rate, c'est-à-dire on va remplacer des bus diesel. Par combien de bus diesel, par combien de bus électriques dois-je remplacer un bus diesel? 1 par 1? Et non, ça va être 1 par 1, quelque chose. Et ce virgule quelque chose, c'est un chiffre de l'ordre de 10, 15, 20%. Donc, si vous avez 880 bus, que vous devez les remplacer par tous des bus diesel, vous prenez 10% de 880, ça fait 80, 90, 20%, 160, où mettez-vous ces bus-là? Il n'y a pas de place dans les dépôts, il faut des nouveaux dépôts. Il n'y a pas de place pour construire des dépôts. Donc, c'est un très très grand problème dans des villes qui sont en enveloppe géographique fermée de remplacer des bus électriques, des bus diesel par des bus électriques. Alors, il y a aussi un problème qui est peu mentionné souvent, qui est celui des saisons. Donc, si vous prenez un bus, les passagers s'attendent à ce qu'il fasse agréable dans le bus, relativement chaud. Le bus, il s'arrête très 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 fréquemment. On ouvre toutes les portes, on ouvre 2 portes, 3 portes, des doubles portes, et donc il faut chauffer le bus de manière assez intense. Avec un bus électrique, vous êtes obligé d'aller chercher la puissance de chauffage sur la batterie. Et on peut diminuer l'autonomie du bus, notre petit pointeur ne fonctionne plus très bien, 50% d'autonomie. Et donc c'est pour ça que vous voyez des chiffres qui sont là, 1.15, 1.2, peut-être même 1.25, tout dépend en fait du climat, dépend de la saison et des choses comme ça, et donc c'est très très important. Et il y a aussi le problème de la flexibilité opérationnelle, donc aujourd'hui l'offre des bus électriques est faible dans les gros bus, donc pouvant transporter un grand nombre de passagers. Il y a beaucoup de petits bus qui sont offerts sur le marché et notamment très très peu de bus de 18 mètres, donc ce qui est un très très gros problème. Et l'avantage évidemment du bus électrique par rapport au bus hydrogène, c'est qu'il est clairement meilleur marché. Mais le prix du bus hydrogène diminue de manière constante par l'amélioration des techniques de production que les constructeurs ont mis en place. Alors, ici, donc, c'est tout à fait en ligne avec ce que John Cochrane nous a dit. Donc, il faut se rendre compte que le diesel, ou l'essence, ou le kérosène qu'on utilise, c'est quand même vraiment un très très bon carburant. Donc c'est 10 kWh par kilo, ou 10 kWh par litre, grosso modo. C'est quand même vraiment super bon. C'est difficile d'aller contrer ce carburant-là. Et donc on situe ici donc,
on a une densité énergétique volumique par litre, mais si on parlait en kilos, on serait avec un graphique qui est plus ou moins le même. On est quelque part ici, donc avec le diesel ou l'essence, et on voit que avec l'hydrogène liquide, on commence à approcher ces valeurs-là, et que si on reste à des pressions de l'ordre de 300-400 bars avec l'hydrogène gazeux, on en est très loin. Et si on monte à 700 bars, on s'en approche aussi, mais on en reste quand même encore relativement loin. Alors on pourrait avoir des carburants liquides qui sont comprimés. Aujourd'hui, ce n'est pas très disponible sur le marché. Donc, les pressions, les caractéristiques liquides à moins de 153 degrés de l'hydrogène, elles sont là pour essayer de faire aussi bien que le diesel ou l'essence, et c'est très très compliqué. Mais on s'en approche comme on peut le voir ici. Et évidemment, cela va avoir un impact très très fort sur les coûts. Donc ceci, c'est dans le cadre d'un approvisionnement pour un dépôt de la STIB. Donc un dépôt de bus, où il pourrait être approvisionné en hydrogène liquide, il pourrait être approvisionné par trailer, les fameux tubes trailer en hydrogène gazeux, ou par pipeline. Très, très incertain que des dépôts soient approvisionnés par pipeline quand même, parce que les pipelines, ils vont aller vers les grands utilisateurs, et la STIB, ou les techs, ou peu importe, qu'est-ce qu'ils vont utiliser par an, quelques milliers de tonnes. Donc c'est rien du tout par rapport à la grande consommation. Donc c'est très incertain qu'ils puissent être connectés à pipeline, mais bon, peut-être. Et ici en bleu, donc on voit le coût du produit, liquide ou gazeux, et auquel on a ajouté des coûts de transport et les coûts sur le dépôt, en CAPEX et en OPEX. Et on voit évidemment qu'il y a des différences, mais que le gazeux ici est certainement avec un approvisionnement par tube trailer, ce n'est pas du tout idéal, évidemment, au niveau pollution, CO2, parce qu'on a des camions qui doivent amener ces tubes trailers sur le dépôt, mais au niveau des coûts, c'est quelque chose qui est relativement concurrentiel, bien que le pipeline soit meilleur, et certainement meilleur au niveau impact environnemental. Alors, on a parlé de cela donc juste précédemment. Pierre en a parlé dans son introduction. Les vannes, les utilitaires, comme on dit. Donc, on parlait de Stellantis, voilà, des véhicules proposés par Citroën, Stellantis. Il y a aussi la Vivaro, Opel. Il y a l'Expert, Peugeot, que Sibelga d'ailleurs a acquis. Ils vont avoir des véhicules à hydrogène, ils les ont acquis, donc ils vont les mettre en utilisation très très bientôt. On a les taxis qui ont été mentionnés donc, par John Cockerill, avec ici la firme Hype, qui veut faire des Jeux Olympiques de Paris une grande vitrine par rapport aux taxis hydrogène. Ils veulent en avoir plusieurs milliers donc à Paris. Et clairement, pourquoi est-ce que c'est intéressant? On ne va pas aller trop dans les équations, mais c'est la masse, ce qui a été mentionné, la vitesse et évidemment l'autonomie. Donc, si on veut rouler beaucoup en heures ou en kilomètres, si on veut rouler vite, si on a un véhicule lourd, tout ça, ce sont les trois paramètres. On voit la vitesse qui intervient à 2 endroits au moins et au carré, qui vont augmenter la puissance nécessaire. Si on a besoin d'une grande puissance, avec en plus une grande autonomie, on a besoin de quelque chose d'autre que des batteries. Sur la e-tron, 750 kg de batterie, on passe à des véhicules qui font 2,5 tonnes, donc avec une autonomie qui est de l'ordre de 400-500 km. Donc c'est des véhicules qui deviennent des monstres, donc par rapport à cause du très faible, d'un très faible nombre de watts-heure que l'on a par kilo avec les batteries actuelles. Et ça va passer au slide suivant. Il faut pointer par là. Voilà. Et justement, donc on n'a pas préparé ça ensemble, mais on retrouve ces chiffres qu'il faut regarder, c'est le rendement global du système. Et le rendement global du système, il faut vraiment se méfier très très fort des chiffres qui sont annoncés, parce que
très souvent, on ne sait pas sur la base de quel mix énergétique les chiffres ont été donnés. Donc, si on prend des pays comme le Japon, par exemple, même quand on utilise des batteries, vu que le mix énergétique japonais n'est pas très efficace, parce qu'ils utilisent encore énormément de centrales au charbon, par exemple, bien, on voit que les batteries ont finalement un rendement global qui est relativement faible. Alors, il est en effet peut-être un peu plus élevé que celui de l'hydrogène, mais c'est vraiment question de grands débats, donc quand on parle de ces rendements globaux. Et on est certainement au moins concurrentiel de l'essence et du diesel. Alors, il y a donc, on a dit, je pense que c'est très très clair, John Cockerill a dit, il n'y a pas réelle concurrence entre les véhicules hydrogène et les véhicules batterie. Ils ont des marchés très très séparés, alors il y a sûrement une limite entre les deux où on peut hésiter. Mais aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que sur le marché, il n'y a pas de vrai véhicule hybride, c'est-à-dire un vrai véhicule qui a une assez grande autonomie en batterie et a une grosse capacité en hydrogène. Donc avoir un véhicule qui est vraiment un véhicule hybride, batterie, hydrogène, avec en plus certainement, on le voit ici, l'intérêt au niveau des phases d'accélération, d'avoir des supercapacités. Donc ce véhicule-là, je pense qu'il va venir un jour. Donc des grands constructeurs comme Toyota, Hyundai et d'autres, donc qui ont cette expérience, ça va venir un jour parce que ce seront des véhicules qui seront très intéressants, par exemple, dans tout ce qui est véhicules partagés, qui eux sont dans les villes et vont à l'extérieur des villes, donc les véhicules partagés qui devraient certainement profiter énormément du développement sur les véhicules hydrogène. Dernière famille de véhicules que je voulais aborder, ce sont des véhicules lourds, les camions, très très bel exemple, et un type de camion qui est vraiment hyper intéressant au niveau de passer à l'hydrogène, ce sont les bennes à ordures. Donc les bennes à ordures, donc, non seulement pour les ouvriers qui travaillent autour de cette benne à ordures, mais pour l'ensemble des citoyens. C'est beaucoup plus silencieux que les bennes à ordures diesel qui sont utilisées aujourd'hui. Et ça va tout à fait bien avec les autonomies hydrogène que l'on peut avoir là-dessus. Mais quand même, en fait, c'est une exception dans les pressions dont on a parlé, parce que les bennes à ordures, normalement, seront des véhicules avec des réservoirs 700 bars. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place, ils ont même très peu de place, vu qu'il faut mettre les ordures. Et donc, ils doivent avoir, chez tous les constructeurs aujourd'hui, pratiquement, des réservoirs qui sont à 700 bars. Et il y a un projet Interreg, Northwestern Europe, qui s'appelle Hector, donc qui a été lancé il y a quelques mois, et auquel participe Bruxelles Propreté. Donc Bruxelles Propreté, ici, donc avec un véhicule, il y a donc 7 véhicules qui sont dans 7 villes européennes, avec donc ce véhicule qui a été certifié et immatriculé pour être opéré en Belgique aux environs du mois de février-mars. Donc il y a quelques mois. Donc je pense que ça c'est vraiment un type de véhicule extrêmement intéressant pour l'utilisation dans les villes au niveau du bruit par exemple qui est généré par la benne et qui est généré par le camion et la forte pollution que l'on a. Donc les bennes à ordures, ce sont des choses qui consomment 40-50 litres au 100 km, donc c'est vraiment des très très gros pollueurs quand on les multiplie par plusieurs dizaines de véhicules qui peuvent circuler en même temps dans les villes. Et je terminerai par donc oui, ce que je voulais dire par cela, et ça a été très très bien mentionné par John Cockerill, c'est le slide précédent, je veux voir, mais voilà. Donc, les Hydrogen Refueling ou Refilling Stations, aujourd'hui, il y a des standards européens, toutes les firmes doivent s'y conformer, c'est extrêmement safe. Donc, la première en Belgique, elle avait été construite dans le cadre de Swarm, en avril 2017 déjà, du projet Swarm. Donc, et ces stations sont
ouvertes au public. Il n'y a vraiment aucun danger avec des stations comme celle-là. Ce qu'il faut certainement, c'est maintenant aussi mettre des stations comme celle-là dans les villes. Donc il faut qu'on passe à cette étape-là. Si on prend celle de Halle, elle est le long d'une autoroute, celle de Wilrey qui vient d'être ouverte, elle est le long d'une autoroute, Asrode aussi, Zaventem, Herve, donc, mais il faut en mettre dans les villes. Il y a un projet qui a été déposé par Bruxelles Énergie pour ouvrir, je ne sais pas ce que le gouvernement bruxellois va en dire, parce que le gouvernement bruxellois est assez sclérosé sur les problèmes liés à la mobilité, mais donc ils veulent ouvrir une station publique à Bruxelles, le long du canal. Donc je pense que ce sera intéressant de voir quelles vont être les réactions sur ce sujet. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'était... voilà. Le dernier point, c'était celui-ci. Aujourd'hui, qui est le grand utilisateur de l'hydrogène dans le monde, notamment en Europe? C'est l'industrie. Donc, qui utilise l'hydrogène surtout comme matière première? Donc, pour les engrais, par exemple, dans l'industrie chimique, avec le méthanol. Donc, vous voyez, dans les engrais, ammoniac, il y a 3 fois H. Dans le méthanol, il y en a 4 fois H. Et vous voyez, les quantités sont phénoménales. Vous voyez, par rapport au pourcentage utilisé. Donc, ceci, l'industrie pétrochimique, 65% de l'hydrogène consommé dans le monde. Et vous voyez ici les capacités d'électrolyseurs qu'il faut pour produire un certain nombre des quantités qui sont nécessaires pour ces gens-là. Et si on regarde, si ça passe avec le lien, voilà, je vais peut-être déjà appuyé une fois trop, non. Si on regarde par exemple les transports publics, les quantités en fait qui sont utilisées sont super faibles par rapport à l'industrie. Donc vous prenez 50 bus, il faut 40 kg par heure, grosso modo, d'hydrogène, 20 kg par jour par bus, 40 kg par heure de production. Si vous regardez l'industrie pétrochimique, rien qu'en engrais, 8000 kg par heure. Donc vous voyez, quand on parle du transport, qui est une grande vitrine de l'hydrogène, en fait, ce n'est pas si évident pour cette vitrine de faire sa place parce qu'elle va devoir combattre les quantités astronomiques qui vont être nécessaires dans l'industrie chimique. Donc, vous voyez les quantités, 70 millions de tonnes par an. On parle pour l'Europe de produire 10 millions de tonnes par an intramuros et d'en importer 10 millions de tonnes. Donc c'est les nouveaux chiffres de la Commission. On est passé de 5 millions à 10 millions, donc ce qui est déjà pas mal. Mais par rapport à ce qui est utilisé aujourd'hui dans l'industrie chimique, 10 plus 10, 20, on en utilise déjà 70. Donc comment est-ce que ces transports publics, qui ont vraiment un grand intérêt à utiliser de l'hydrogène, vont trouver une place et un coût intéressant de l'hydrogène? Ce n'est pas si simple que ça. Mais l'intérêt est très très fort, mais je pense qu'il doit y avoir un soutien au niveau des pouvoirs publics qui est très très important dans les choix stratégiques qui seront faits très bientôt. Voilà, merci. Nicolas Paris, moi je fais partie du groupe D'Ieteren. Donc D'Ieteren, c'est l'importateur en Belgique des marques du groupe Volkswagen. Donc Volkswagen bien sûr, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Cupra, depuis récemment. Donc nous sommes une entreprise belge, cotée en bourse. On vend 100 000 voitures neuves par an en Belgique. Et un peu en conformité avec ce que le professeur Duzinx a expliqué par rapport à l'évolution d'un acteur de l'automobile vers la mobilité de demain, on ne fait plus aujourd'hui que la vente de voitures, mais aussi de la vente de mobilité plus au sens large.
On opère notamment des flottes de véhicules partagés à Bruxelles et à Anvers avec la marque Poppy. On a des applications de mobilité partagée. On a récemment racheté Taxiver, donc l'opérateur de taxi à Bruxelles, avec notamment un projet de mobilité à hydrogène que je connais encore très peu parce qu'on vient seulement d'acquérir de la société et que le projet va seulement démarrer. Donc il y a maintenant une activité dans l'hydrogène dans le groupe. Mais à part ça, ce n'est pas un sujet dont on est très très familier, puisqu'il n'y a pas de véhicules qui sont commercialisés à l'hydrogène. Donc, mon point de vue, et je pense que c'est un peu un contre-pied, mais je pense que ça va enrichir, il y a pas mal d'éléments de données qui vont être repris par rapport à ce que les autres orateurs ont mentionné. Donc je vais plutôt expliquer en quoi il y a une concurrence ou une tension entre deux technologies qui est l'hydrogène et la voiture électrique. Moi, je fais partie de la filiale d'Iteron qui s'occupe des bornes de recharge. Donc on installe l'année passée, on est leader en Belgique, on a installé environ 5000 bornes de recharge l'année passée sur des terrains privés essentiellement, mais pour des particuliers, pour des entreprises, pour des véhicules, pour des véhicules légers essentiellement. Donc on n'est pas dans les camions, mais c'est pour les véhicules finalement qui sont essentiellement distribués par le groupe. Là on travaille pour toutes les marques. Et c'est évidemment un secteur qui est en forte croissance, puisque cette année-ci, on s'attend à plus que doubler ce nombre, doubler encore l'année prochaine. Donc on est sur des volumes très très importants, ce qui, pour arriver dans le sujet lui-même, est une énorme différence avec l'hydrogène. C'est qu'on a une traction du marché qui est essentiellement liée par les achats de consommateurs. Donc on est sur une réalité industrielle dans laquelle les subsides n'ont pas de rôle particulier, puisque c'est une technologie qui a atteint un seuil où elle s'auto-entretient. Alors, moi, peut-être pour commencer avec une question qui résume un peu aussi mon point de vue sur l'hydrogène, c'est est-ce qu'on n'a pas tendance à considérer que l'hydrogène est le fuel vert qui va pouvoir nous permettre de conserver nos habitudes actuelles, puisqu'avant on avait le diesel, maintenant ce sera l'hydrogène, et qui fait que finalement on ne remet pas en question nos usages en termes de mobilité, parce qu'on a simplement un fuel qui remplace un autre. Donc ça, je vais bien sûr étayer, mais quand on voit cette image, on se dit en fait ça ressemble tellement à une station essence qu'on connaît depuis toujours, sauf que maintenant on peut la qualifier de verte. Et une différence énorme, donc pour mentionner aussi, le véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique, donc le moteur est électrique. Simplement, le stockage se fait effectivement, comme les autres orateurs l'ont mentionné, au travers de piles à combustible. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on est à environ une cinquantaine de milliers de véhicules dans le monde, c'est les chiffres que j'avais, entre 30 000 et 50 000, qui sont essentiellement en Corée. Il y a beaucoup de véhicules qui sont en Corée, un peu en Chine aussi. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on est à 50 000 dans le parc. Ce qui, vous allez voir sur le slide suivant, est 2 ordres de grandeur inférieurs par rapport aux véhicules électriques. Alors qu'on peut dire qu'ils étaient sur la même ligne de départ il y a 10 ans, mais qu'on a un train qui n'a pas tellement progressé et un autre qui a complètement décollé. Je vais revenir sur les différences, mais une différence évidemment essentielle, c'est l'efficacité. Et ici, sur les slides du professeur Henrik, on parlait du mix de production japonais. Je pense que ce soit l'hydrogène ou l'électrique, le but c'est de trouver le meilleur moyen de décarboner nos économies. Donc au final, je pense que comme hypothèse de base, prendre en considération le fait qu'on est sur un mix 100% renouvelable, puisqu'on est bien sûr sur une technologie qui doit nous amener sur les décennies prochaines et pas uniquement fonctionner aujourd'hui. Je pense que c'est une hypothèse qui est raisonnable. Sachant qu'on va aussi considérer que l'hydrogène est produite à partir d'électrolyse et pas à partir de craquage de méthane ou à partir de combustibles fossiles, comme c'est le cas pour 98% de l'énergie qui est produite, de l'hydrogène qui est produite aujourd'hui. Donc si on regarde l'énergie renouvelable qu'on prend au départ et l'efficacité globale, on arrive sur un rapport plus ou moins de 2 fois moins efficace, 2 fois moins d'efficacité sur l'hydrogène, ce qui veut dire que le coût d'utiliser une voiture à hydrogène est intrinsèquement 2 fois supérieur à celui d'une voiture électrique,
puisqu'on part de la même électricité, mais que pour l'hydrogène, il y a un passage par l'étape d'électrolyse qui fait qu'on doit transformer cette électricité en hydrogène et puis la retransformer en électricité pour faire fonctionner le moteur. Donc ça, c'était vraiment un désavantage intrinsèque très important de la technologie d'hydrogène. Donc j'avais cité le chiffre de 50 000 véhicules hydrogène dans le monde aujourd'hui. Pour donner un élément comparatif, on a vendu 6 millions de véhicules électriques l'année passée, ce qui donne le nombre plus ou moins à 16 millions aujourd'hui. Et on voit que quand on regarde la pénétration des véhicules électriques en Europe, 2021 a été symboliquement un passage important, puisqu'il y a maintenant plus de véhicules électrifiés qui sont vendus par an que de véhicules diesel. Donc on est vraiment sur un point d'inflexion qui, bien sûr, ne fait que grandir. Et c'est alimenté par les annonces des constructeurs qui, aussi d'année en année, on voit en fait, c'est simplement, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, on voit différents groupes automobiles et on voit les annonces au niveau d'objectifs d'électrification. Et en fait, on voit qu'en 2010, les gens disaient, bon, il y a des pilotes, mais qui sont des pilotes, donc on ne sait pas très bien si on y croit ou pas. Puis Tesla a fait vraiment bouger le marché, et on voit que dans les années récentes, on a des annonces maintenant où la question est en quelle année envisagez-vous de ne vendre plus que des véhicules électriques? Donc il y a toute une série de marques qui ont déjà annoncé entre 2025 et 2035 qui seraient des marques 100% électriques pour les nouveaux modèles. C'est le cas d'Audi, c'est le cas de Volvo, c'est le cas de différentes marques. Et donc c'est quand même important parce que ça veut dire que c'est un choix industriel qui a été fait dans l'industrie automobile par rapport aux nouveaux véhicules qui sortent sur le marché. Et de nouveau, là, je rentre vraiment dans le contre-pied, mais personnellement, mon point de vue par rapport à l'hydrogène, c'est que aujourd'hui, on essaie de se dire comment développer des nouveaux usages pour l'hydrogène. Sauf qu'en fait, 98% de l'hydrogène produit aujourd'hui est produite à base de combustibles fossiles qui sont extrêmement émetteurs de CO2. Aujourd'hui, l'hydrogène est un problème qu'il faut absolument résoudre pour adresser les problèmes climatiques. Donc les 2%, il faudrait d'abord que ça devienne 100%, pour ensuite se dire, trouvons encore des usages supplémentaires, et notamment, pourquoi pas, à travers de différentes applications de mobilité. Par ailleurs, quand on regarde les différents projets de recherche, ils s'adressent aussi à la difficulté de déplacer l'hydrogène. 85% de l'hydrogène produit aujourd'hui est consommé sur le site même, parce que des applications industrielles, et parce que c'est extrêmement compliqué de faire cette opération de transport et de stockage de l'hydrogène. Et enfin, c'est mon dernier slide. Donc, je pense qu'il y a clairement une compétition entre hydrogène et véhicules à batterie sur la mobilité, mais ce n'est pas une image qui est fixe. Si on regarde les différents usages, il y a en fait une échelle de compétitivité entre l'hydrogène et l'alternative. Donc, si on regarde les voitures passagers, là, bon, j'ai l'impression que les constructeurs ont collectivement déjà décidé que ce ne seraient pas les véhicules à hydrogène qui seraient la technologie du futur. Par contre, il y a des applications où l'hydrogène n'a pas d'alternative. Donc là, il faut absolument remplacer les productions actuelles par des électrolyseurs. Et entre les deux, il y a beaucoup de questions qui restent très ouvertes, comme par exemple tout ce qui est truck, bus, aviation, où là, en fait, il y a encore d'énormes projets de recherche à faire pour savoir quelle technologie nous permettra de nous avancer dans un monde décarboné, tout en respectant finalement les différentes contraintes de coût et d'usage. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous.
Donc, moi, c'est Bertrand Mathieu, je suis directeur d'Autoform, qui est un centre de compétences dans le secteur de l'automobile. Donc, un centre de compétences, c'est un centre de formation. Autoform est un centre de formation qui est dédié, qui a été créé pour le secteur de l'automobile et qui, d'une certaine manière, ne s'intéresse que à ça. Alors, pourquoi l'intérêt d'avoir des centres de formation? Avant, les gens ont intégré des sociétés et puis se formaient à l'intérieur des sociétés, et on remarque que maintenant, il y a besoin de former les gens, il y a besoin de former les gens pour qu'ils puissent trouver un travail, mais il y a également besoin de former les gens lorsqu'ils sont au travail. Les technologies avancent évidemment très rapidement et c'est vraiment important de pouvoir suivre cette évolution du secteur. Lorsque, il y a 10-15 ans, le secteur a commencé à faire les premières formations sur les véhicules électriques, sur comment travailler sur un véhicule électrique en toute sécurité, beaucoup de gens ont d'une certaine manière rigolé en disant que ça ne servirait à rien, que c'est une technologie qui ne viendrait pas au devant de la scène. Et finalement, on remarque que maintenant, c'est des formations qu'on donne tous les jours, que c'est important et que cette technologie avance et qu'on va toujours de plus en plus loin. On arrive maintenant sur le remplacement de modules de batterie et on est convaincu que la technologie d'hydrogène est une technologie qui va évoluer. On est aux prémices, mais on remarque qu'il y a de plus en plus de véhicules, il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits pour faire développer cette technologie. Et donc, au niveau du centre de compétences, avec l'aide du secteur, nous avons décidé d'investir dans l'hydrogène, investir pour déjà former, pour déjà informer, et pour servir également de vitrine. Et donc, nous avons eu la chance d'inaugurer, début de cette année-ci, le premier atelier en Wallonie, le premier atelier agréé hydrogène. Alors, on va vous montrer une vidéo qui va expliquer ça, que Marine va faire en sorte de... et en fait, au travers... Et au travers finalement de cet atelier, on veut montrer, évidemment, on veut servir de vitrine. Donc on a des entreprises qui viennent nous trouver pour dire demain, moi, si je dois accueillir des véhicules hydrogène, à quoi doit ressembler mon atelier? On a des marques qui sont venues visiter, on a des entreprises qui sont venues visiter, on a, pas plus tard que la semaine dernière, le TEC qui est venu visiter en disant on va devoir faire l'acquisition de bus hydrogène. Et comment je vais pouvoir stocker ces bus, comment je vais pouvoir travailler sur ces bus, comment je vais pouvoir m'assurer une certaine sécurité par rapport à ça. Je vais encore me donner un peu. Et donc, on est, le secteur Educam annonce qu'à partir du mois de septembre, on va avoir une première formation qui va être comment travailler sur des véhicules hydrogène en toute sécurité. Donc de l'information, on en fait déjà sur comment fonctionnent évidemment les moteurs hydrogène et la combustible. Mais il va falloir aussi pouvoir certifier les garages pour dire vous pouvez travailler en toute sécurité sur un véhicule hydrogène. Et de la même manière, à partir du moment où un véhicule hydrogène, c'est une technologie proche d'un véhicule électrique, il y a lieu aussi de faire attention à ce genre de choses. Alors quand le véhicule, d'une certaine manière, vient juste à l'entretien, il faut déjà faire attention. Mais il faut bien se douter que quand un véhicule accidenté rentre dans un garage et qu'on va devoir travailler dessus, là il y a d'autant plus lieu de faire attention qu'il n'y ait pas de perte de tension sur le véhicule, de faire attention qu'il n'y ait pas des fuites d'hydrogène, parce que, comme on l'a mentionné, c'est hautement dangereux. On va passer aux questions-réponses et je pense que je vais la lancer sur mon ordi. Je pense que Larry sait le faire. Voilà. Eh bien, je vais prendre mon copion. Donc, nous en arrivons à la partie la plus intéressante, évidemment, c'est-à-dire le débat. Et donc, maintenant, on a un peu tous les éléments en place pour pouvoir échanger nos idées. Et j'avais préparé quelques questions, évidemment, je sens que d'autres vont pouvoir le bout de leur nez, mais je vais demander à M. Messen une question qui est venue à plusieurs reprises. Quelles sont avec vos premières expériences, quelles sont vraiment les difficultés premières qui arrivent quand on veut installer, Bruxelles qui veut installer sa station d'hydrogène, qu'est-ce qui va se passer? Boum.
monstre. Quels sont les premiers retours d'expérience sur l'installation d'une station hydrogène? Est-ce que c'est facile? Voilà, et donc on va pouvoir répondre. On va passer la parole après aux stations électriques. Il va nous dire que c'est beaucoup plus facile que vous. Bien sûr. Non, merci pour la question. Je vais me mettre debout, ce sera plus facile. Non, en effet, les premiers retours d'expérience qu'on a concernant nos stations, c'est en fait que la durée de ce qu'on appelle du commissioning, donc de la mise en service d'une station, prend beaucoup de temps. Donc c'est une nouvelle technologie, on doit mettre en place des compresseurs, du stockage, des éléments de sécurité, de détection du gaz, d'incendie, et ainsi de suite. Et également tout le système de refroidissement. Et la difficulté, c'est d'arriver à faire communiquer tous ces systèmes ensemble, tout en respectant les normes en vigueur. Et on remarque, d'après nos retours d'expérience, que justement ces durées de mise en service sont souvent sous-estimées. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi vous voyez beaucoup de stations en construction qui ne sont pas encore ouvertes, parce que les fabricants, les constructeurs ont minimisé ces temps de mise en service, et il y a des délais alors qui s'accumulent et les stations s'ouvrent un peu plus tard. On va passer la parole à l'opposant. Je n'ai aucune idée de comment on conditionne une station à hydrogène. Non, pour l'électricité. Par contre, évidemment, pour l'électricité, l'énorme avantage est que chacun a chez soi une petite station d'électricité qui est simplement son tableau électrique, puisque la plupart de la recharge, environ 80% de la recharge, se passe en fait à domicile et au bureau. Quand je parlais, peut-être dû le mentionner, par rapport au paradigme et au changement de conception de ces besoins de mobilité avec mon premier slide, c'est important de se rendre compte que les recharges publiques, et en particulier les recharges rapides, ça ne constitue que 10 à 20% des besoins de recharge en moyenne pour un consommateur. C'est une moyenne, donc dans mon cas par exemple, je vais peut-être 2-3% sur les stations publiques parce que je me charge au bureau et à la maison. Il y a d'autres personnes pour qui ce sera plus 100% parce qu'ils n'ont pas de possibilité de se recharger à la maison. Mais il y a, on va dire, une facilité avec l'électrique qu'on utilise une infrastructure qui est essentiellement existante. Et on doit bien sûr positionner les stations rapides à proximité de disponibilité de puissance. Donc la recharge rapide ne peut pas être n'importe où. Par contre, la recharge lente, elle peut être installée absolument partout. Mais est-ce qu'on ne parle pas de deux choses différentes? Parce qu'on a des stations intrinsèquement publiques d'un côté, et d'un autre côté, on utilise une installation privée. Si j'habite boulevard d'Avoie, il est interdit de tirer mon câble depuis ma cave jusqu'à ma voiture. Comment est-ce que je vais faire? C'est complémentaire, puisqu'il y a une grande partie des gens, donc moi, je vais être le complément, donc moi, 100% de ma recharge sera presque à domicile et au bureau, ce qui laissera l'infrastructure publique à disposition de personnes qui en ont besoin. Mais la différence, c'est que 100% de la distribution de carburant aujourd'hui se passe dans les stations de service, et que demain, ça se passe de manière distribuée entre des bornes de recharge en entreprise, à domicile, et puis lentes dans voirie ou sur des parkings utilisés comme des parkings de supermarchés. Et il reste un tout petit pourcentage pour de l'infrastructure rapide. Est-ce que le public a une question à ce sujet? Oui. Au niveau des stations de remplissage hydrogène, il y a certainement un coût en énergie pour comprimer le gaz et le refroidir. Est-ce que ça représente un pourcentage par rapport à l'énergie qui est contenue dans le gaz? Donc, un slide de M. Hendrix indiquait environ 50 kWh pour fabriquer 1 kg d'hydrogène. Et typiquement, dans nos stations, à l'heure actuelle, on compte environ 5 kWh pour la partie dispensing, donc compression ou refroidissement. Donc, d'ordre de grandeur, c'est d'environ 10%. 5 kWh par kilogramme d'hydrogène dispensé. Et la compression, c'est environ 10-15%. Environ 10-15% la compression aussi. Je voudrais quand même revenir sur le sujet des bornes électriques. Je n'ai absolument rien contre les véhicules électriques, mais il y a un point sur lequel il faut être quand même extrêmement clair, et je pense qu'une des seules personnes qui a été très très claire là-dessus, c'est Ine Mertens, quand elle était CTO de Ores, et elle est maintenant donc la patronne de Sibelga. Lors d'une intervention publique à la
citadelle de Namur, elle a quand même bien dit, connaissant très très bien les réseaux de distribution, que si tout à coup tout le monde devait recharger sa voiture au même moment, on pourra chercher 3,6 kW. Donc c'est-à-dire si vous avez une voiture donc, qui fait 35 kWh, 70 kWh, il faudra 10 heures, 20 heures pour la charger. Aujourd'hui, le réseau électrique, surtout dans les villes, est un très 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 grand problème. Donc il faut absolument que les distributeurs d'électricité investissent dans la capacité du réseau électrique pour pouvoir supporter des véhicules, des bornes de recharge. Donc, je me permets. Donc déjà, je pense que l'investissement, dans tous les cas, on y fait face. Donc, que ce soit une infrastructure à hydrogène, une infrastructure réseau électrique, je pense qu'il n'y a pas le choix, on parle d'investissement. Il y a, en fait, nous, dans des bornes qu'on installe, maintenant, 2 tiers et on va vers les 70%, ce sont des bornes dont la vitesse est variable sur la disponibilité de l'électricité. Aujourd'hui, ce smart charging se fait uniquement sur base de la mesure de la grosseur du câble. En gros, si on dépasse la grosseur du câble, les ponts sautent. Donc c'est vraiment un signal qui est uniquement piloté par rapport à la disponibilité du réseau électrique dans le bâtiment. Si Sibelga, Ores, Elia nous donnent un signal autre en disant voilà, il y a trop d'énergie qui est aujourd'hui, il y a une congestion au niveau du réseau et vous devez diminuer globalement toute la recharge pour ces clients de cette zone-là, techniquement, il n'y a aucun problème. Nous sommes prêts à piloter les bornes sur base de signaux qui sont soit locaux, soit au niveau du réseau, et on parle d'une adaptation type software et de consentement client, bien sûr. Donc, on parle d'un problème qui est en fait très facile à résoudre. Ce qui nous manque, c'est un protocole de communication qui nous permet de donner ces signaux. Et une fois qu'on l'aura, je pense que la congestion, ce sera d'un point de vue local une contrainte, et il y aura aussi une énorme opportunité pour qu'on puisse faire profiter à Elia de l'ensemble des batteries électriques qui seront finalement disponibles comme réserve de flexibilité, à l'instar d'un co, mais de manière distribuée. Donc pour moi, en fait, c'est présenté comme un problème, c'est en fait pour moi une opportunité pour le futur du réseau électrique. Je pense que c'est vrai, mais est-ce que donc on reporte la charge sur le distributeur? Je vais dire, vous êtes prêts, les consommateurs sont prêts, mais c'est la production peut-être, je ne sais pas, mais c'est surtout le distributeur. Mais il ne doit pas, si c'est un signal, il ne doit pas investir justement, il doit juste nous donner le signal. Oui, mais Monsieur de Wallef, production décentralisée d'électricité. Oui, simplement, moi je suis prof plutôt dans l'énergie renouvelable, donc pas tellement dans l'utilisation d'un vecteur d'énergie, mais ce que j'enseigne à mes étudiants dans toute une série de cours, c'est que l'automobile s'est développée sur un réseau énergétique qui existait déjà. Donc les kérosènes, l'essence n'a pas été inventé pour les voitures, il a été inventé pour l'éclairage. Et au début de la filière énergétique, on faisait du kérosène pour s'éclairer et l'essence était jetée à terre ou jetée dans les rivières. Donc on polluait beaucoup à l'époque. Donc on l'a utilisé par la suite pour les véhicules, et les véhicules sont développés parce que la filière existait déjà. Ce qui pose toujours le problème de l'infrastructure pour alimenter l'automobile. Et donc ce dont on parle ici, c'est de l'hydrogène d'un côté ou l'électricité de l'autre, qui sont en fait deux systèmes énergétiques. Que ce soit l'hydrogène, il va falloir construire ce réseau. Que ce soit l'électricité, on se rend compte qu'il va falloir modifier le réseau électrique. Les lignes ne sont pas suffisantes, il n'y a pas de communication, donc on appelle les smart grids, dont on parle depuis 20 ans, mais on ne voit toujours pas le bout du nez. Donc ça veut dire qu'il y a deux réseaux d'énergie qu'il va falloir recréer uniquement pour la mobilité, alors que la mobilité a jusqu'ici profité d'un système qui existait déjà. Est-ce que ce n'est pas un coût insupportable pour la société de créer deux systèmes énergétiques, parce que vous avez dit que les deux systèmes sont complémentaires, on peut dire qu'il faut développer les deux systèmes. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est insurmontable? Oui, c'est tout au fond. C'est bon. Merci. Nicolas Leroy, je suis consultant indépendant dans le secteur de l'énergie. J'ai une remarque et une question. Donc d'abord, par rapport à ce que vous venez de dire, aujourd'hui, on a un problème, notamment en Wallonie, c'est qu'on n'a pas d'incitant pour les possesseurs de voitures électriques pour charger au bon moment. Donc s'ils rentrent chez eux à 6 h du soir, ils peuvent brancher leur voiture
c'est le pire moment pour le réseau, mais en fait, ils n'ont pas d'incitant financier à le faire à un autre moment. S'ils ont des panneaux solaires, ils n'ont pas d'incitant financier à charger leur voiture quand les panneaux solaires sont là. Donc, la première chose qui ne coûte pas grand-chose, c'est de modifier le système électrique et le marché de l'électricité pour inciter les bons comportements. Et d'ailleurs, ça va se faire en Flandre et ça va se faire en Wallonie aussi, donc ça, c'est en cours. J'avais aussi une question pour les véhicules légers. On voit que c'est potentiellement un marché de niche. On a parlé des taxis peut-être, un peu dubitatif, mais enfin, il y a probablement des niches qui seront intéressées par l'hydrogène. Mais c'est encore incertain. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déployer une infrastructure de recharge et de stations de recharge pour l'hydrogène qui puisse être flexible et s'adapter éventuellement à l'évolution? Donc, est-ce que, par exemple, les stations qui sont installées maintenant sont adéquates pour les camions et les voitures, ou est-ce que ce sont des stations particulières? Et est-ce que c'est facile on va parler de pressions différentes, est-ce que c'est facile de modifier ces stations à l'avenir en fonction de l'évolution du marché? Je vais laisser répondre monsieur Sens. Je retiens qu'il y a encore une question là à droite, je dois les faire relever le doigt. Non. En effet, c'est une très bonne question concernant les stations. Typiquement, les demandes qu'on a pour les stations, c'est ce qu'on appelle le dual refueling. À la fois pour les véhicules légers ou les véhicules lourds. Donc, les véhicules lourds à 350 bars. On observe déjà, M. Henrix l'a cité, que les véhicules lourds, d'ici 2024-2025, passeront à 700 bars. Donc, en fait, on a déjà l'impression que le step de 350 bars va être temporaire et on va vite passer à 700 bars pour les véhicules lourds. La bonne nouvelle, c'est que la voiture à 700 bars, on peut la remplir également une station qui ne délivre que du 350 bars. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Mais vous allez vite comprendre que le réservoir, vous ne le remplissez qu'à moitié. Voilà. Oui, je n'avais. comme on a, je pense, vu très clairement sur un des transparents, dans les stations, pour remplir à 700 bars, on est plutôt à 900 bars, et pour remplir à 350 bars, on est à 450 bars. Donc on arrive assez facilement à remplir une voiture de 700 bars à un bon moitié. Bon, quand vous allez faire votre plein, comme on dit, vous ne remplissez pas toujours tout votre réservoir. J'avais une question. Je suis peut-être dans la liste. Oui, moi j'ai toute une série de problèmes, d'aspects technologiques entre la production de l'électricité jusqu'à l'utilisation finale, que ce soit au travers des batteries d'un véhicule électrique ou au travers de l'électrolyse pour générer l'hydrogène, qui ne sont pas répondus et qui empêchent, je trouve, d'avoir une vue holistique sur l'ensemble de la chaîne et sur la pertinence d'avoir des véhicules électriques et des véhicules hydrogène. Et je me demande, est-ce que tout ça, ça n'arrive pas un peu trop tôt? Quand on voit tous vos calculs de rendement des différents interlocuteurs, on voit qu'on base ça sur une électricité verte à la base. Or, on sait qu'aujourd'hui, après déjà tant d'efforts, on est à 20% d'électricité verte en Belgique. Demain, on va la réduire drastiquement. On va remplacer les centrales nucléaires que certains considèrent vertes, et je ne critique pas du tout cette approche. On va les remplacer, on va brûler du gaz, donc on va refaire du CO2, encore un peu plus, qui va être en plus sponsorisé par l'argent public. Donc, est-ce que tout ça a du sens si on veut considérer l'ensemble de la problématique et ne pas regarder juste le whitebook du véhicule à hydrogène, mais l'intégrer de la production d'électricité jusqu'à l'utilisation propre en ville, où effectivement il n'y a plus d'émanation, c'est nettement plus propre pour tout le monde. Est-ce que l'université de Liège, qui est bien représentée ce soir, a déjà par exemple fait des études qui prennent l'intégralité de la chaîne, avec des valeurs qui sont réalistes, en sachant qu'aujourd'hui on est à 20% d'électricité verte. On peut espérer en avoir 30, 40 demain, mais on est encore très 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 loin de ces chiffres-là. Et par contre, on voit que les véhicules électriques font une percée incroyable. Vous avez dit suite aux avancées des constructeurs, mais aussi probablement fortement poussés dans le dos par les incitants politiques, on va dire, enfin, financiers. Je regarde Joseph, ça s'appelle l'analyse du cycle de vie et ce n'est pas une technologie qui est neuve, certes qui se développe, et le problème c'est la collecte de données principalement et ça prend du temps. Donc l'industrie maintenant se forme et utilise ce mode de raisonnement qui est l'analyse de toutes les émissions directes et indirectes. Et donc forcément, tout cela est pris en compte. On simplifie à outrance les chiffres ici en ne prenant que le rendement énergétique, mais aujourd'hui, chez un constructeur automobile, on fait une analyse du cycle de vie et on voit si le cycle de vie est positif ou négatif.
Et effectivement, quand on prend l'impact environnemental des carburants pétroliers, on voit qu'ils sont peut-être les pires. Donc il n'y a pas à discuter, un véhicule électrique, même avec le recyclage de la batterie, la production, etc., un véhicule pile à combustible est bien plus propre, bien plus vertueux qu'un véhicule à pétrole. Même en produisant l'électricité à partir de même dans les pires d'énergie fossile. Moi, je n'avais pas vu le Japon, je n'ai pas considéré ce cas-là. En Europe, c'est la Pologne qui est le mauvais élève de la boîte. Et même en prenant le worst case, le mix polonais, c'est chaque fois les voitures électriques, ou en tout cas électrifiées, qui sont devant les autres. Ça, je crois qu'il faut couper tout de suite les ailes au Canada. C'est une ineptie de dire ouais, mais il faut recycler les batteries, on les recycle. C'est des milliers de tonnes de batteries qui sont aujourd'hui, je crois que c'est 1 millier de tonnes de batteries à Hoboken qui sont recyclées tous les jours. Enfin, chaque année, tous les jours, on fait ce recyclage. Et ça ne va que s'améliorer parce qu'on recycle toujours de mieux en mieux. Et d'autre part, on utilise de moins en moins de produits ou de terres rares, de métaux précieux, etc. Donc là, il faut tout de suite s'enlever cette idée-là de la tête. C'est archi fou. C'est un mauvais argument. Non, simplement pour ajouter à cela, je pense que ce qui est important de noter aussi, c'est que ces technologies-là, elles vont se développer, elles vont être disponibles pour les citoyens dans 20, 30, 40 ans. Et le système énergétique aussi va évoluer, est en train d'évoluer très rapidement. Donc les évolutions sont exponentielles. Si on regarde les projets éoliens en mer du Nord ou éoliens onshore en Belgique, il y a une transition du système énergétique. Donc je pense que ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que sera le système énergétique, la production électrique dans 30 ans. Elle sera bien plus verte et il faut qu'au moment où le système énergétique sera en grande partie renouvelable, on peut l'espérer, ces technologies seront disponibles. Si on attend, forcément on devra encore attendre 20-30 ans de plus, ce sera 20-30 ans perdus. Donc je pense qu'il faut voir les choses, non pas aujourd'hui, mais il faut voir ce que sera le système électrique. C'est un autre débat, mais c'est clair qu'il y a une évolution extrêmement importante au niveau de la production électrique, pour l'instant. André Bertin, on parle d'attendre, on voit quand même que la majorité des stations sont en Flandre, on voit qu'aux Pays-Bas il y en a beaucoup, en Allemagne il y en a partout. La Suisse se développe très vite en station hydrogène. Pourquoi est-ce que c'est si lent au Royaume-Uni? Est-ce qu'on n'est pas trop à discuter, à avancer assez vite? Je ne suis pas ministre. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question. Je suis dubitatif également. Peut-être que c'est une question aussi de mise de départ, mais pour le moment, il y a un avantage à investir. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce que si on n'investit pas, ce sera pire demain. Donc ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas un écologiste flamboyant pour le dire. C'est juste un calcul économique pur et dur. Bonjour Madame Maréchal, j'ai une question un peu plus technique, peut-être pour Autoform. Dans les années 80-90, lorsqu'on roulait avec une voiture LPG, on disait qu'on avait une pompe dans le coffre, et c'était seulement 10 bars de gaz. Ici, on parle de pression extraordinairement plus élevée. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, en cas d'entretien, en cas de... Est-ce que les parkings seront autorisés? Voilà, question plus technique et plus sécuritaire. Alors, je ne suis pas technicien et je probablement que les personnes répondront mieux que moi, mais en tout cas, à mon sens, en fait, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de gros fantasmes qu'il y a derrière tout ça. Alors, on voit même qu'au niveau du LPG, les premiers types de moteurs étaient interdits dans les parkings, et puis finalement, l'évolution technologique fait que la sécurité est de plus en plus présente. Rien qu'au niveau des réservoirs, évidemment, on accueille cette barre, on se doit d'avoir de la sécurité et toute une série de choses pour justement éviter les accidents. Oui, pour revenir là-dessus, donc l'hydrogène, d'abord le LPG c'est plus lourd que l'air, l'hydrogène c'est beaucoup plus léger que l'air, et l'hydrogène il est accepté dans tous les parkings souterrains du monde, donc il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Et vous pouvez aller voir comment Van Hool a transformé ses ateliers. Donc Van Hool, ils sont certainement pas prêts à prendre plus de risques que qui que ce soit d'autres. Et les ateliers, ce ne sont aucun atelier qui a été construit spécifiquement pour produire des bus à hydrogène. Ils ont transformé, avec des coûts vraiment très réduits,
des ateliers qui étaient des ateliers bus diesel vers des ateliers bus hydrogène, avec des mesures de sécurité qui sont extrêmement simples. Donc quelques détecteurs, des systèmes d'ouverture automatique de bouches d'aération dans les toits, donc des détecteurs que chaque personne porte et qui leur donnent un signal sur leur GSM. Donc c'est vraiment des choses extrêmement simples. Donc le danger de l'hydrogène, il existe, mais il est très bien maîtrisé par les différents ateliers qui travaillent sur les différents véhicules hydrogène. Je crois que Bertrand Mathieu serait ravi. Enfin. On a la transition. C'était pas répété, je vous le jure. Et ensuite, la simplicité d'une certaine manière des installations. Sectorielle, le centre de connaissances et de formation EduCalm est sans cesse à l'affût d'évolutions qui auront un impact majeur sur l'avenir de notre secteur. L'une de ces évolutions a été l'introduction de la propulsion électrique. EduCalm a été parmi les premiers à traduire cette nouvelle technologie en actions concrètes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau défi qui aura un impact similaire sur le monde: les systèmes à hydrogène dans les véhicules. Nous pensons que l'hydrogène sera utilisé bien plus souvent en combinaison avec un moteur électrique et une pile à combustible qui convertit l'hydrogène en électricité. EduCalm a conçu ces salles spécialement pour permettre de travailler en toute sécurité sur les véhicules équipés de cette nouvelle technologie. L'hydrogène en tant que combustible est non seulement très volatile, mais aussi très inflammable. Toute fuite de gaz potentiel doit être rapidement détectée et arrêtée. L'adaptation de ces ateliers est un travail de pionnier qui incitera le secteur à adopter cette nouvelle technique d'une manière extrêmement sûre. Capteurs d'hydrogène détectent de l'hydrogène, les signaux d'avertissement suivants se déclenchent. L'évacuation de l'hydrogène s'opère comme suit. Du niveau de détection 1 sont activées en cas de détection de 0,4% d'hydrogène. Les mesures de niveau de détection 2 sont activées en cas de détection de 0,8% d'hydrogène. Nous travaillons en toute sécurité sur les véhicules de demain. Donc en gros, on voit clairement que l'adaptation qu'on a fait, la conception de notre atelier, il y a des capteurs qui sont mis au plafond parce que l'hydrogène étant hautement volatile, il va directement monter, on va le détecter assez rapidement. Et puis il y a tout un système d'alarme qui va avertir lorsque on dépasse certains seuils. Alors, on nous demande souvent, mais est-ce qu'il y a des normes par rapport à ça pour les ateliers? Alors pour l'instant, il n'y a pas de normes. Donc c'est un peu le secteur qui était en effet pionnier là-dessus et qui s'est dit, à partir du moment où il y a un risque d'explosion à partir de 4%, de 8%, on va évidemment aller se positionner largement en deçà pour pouvoir détecter et garantir justement quelque chose de sécurisé. Alors évidemment, c'est des choses qui vont évoluer et on va évidemment arriver à des choses qui vont être plus universelles, mais c'était en effet un exercice, une avancée qu'on voulait faire dans le secteur. Un dixième du seuil d'inflammation. 4%.
On a tous l'image du Hindenburg qui s'enflamme. Malheureusement, c'était le tissu qui a d'abord brûlé avant l'hydrogène. On continue à mettre des vêtements sans penser à ça pour la cause. Voilà. Donc, monsieur Lambert. C'est moi-même. J'ai une petite question, alors c'est plus d'ordre général, j'en profite d'avoir des personnes qui sont dans le domaine et qui pourront du coup probablement apporter des réponses. Donc en caricaturant de façon très large aujourd'hui, on parle de voitures électriques avec l'approvisionnement électrique, de voitures hydrogène qui au final recoupent la technologie, c'est-à-dire qu'on part du même point, c'est-à-dire la production électrique, pour au final alimenter un moteur électrique, si ce n'est qu'entre les deux, on a une transformation de l'énergie pour pouvoir en tirer des avantages de transport éventuels, de stockage, de distribution, des inconvénients qui sont forcément des pertes de rendement, notamment, hein, c'est vraiment très large. Quid d'un projet dont je n'arrive à trouver aucune information, et c'est pour ça que je m'adresse à vous, et qui est probablement mort-né il y a 25 ans, de BMW, qui est le moteur à combustion hydrogène. Plus personne n'en parle, pourtant ça peut être aussi un moyen, mais j'imagine que la rentabilité est bien moindre, mais qui permet de développer un réseau et donc d'avoir déjà une demi-solution et de pouvoir faire avancer les choses. Mais plus personne n'en parle et tout a disparu il y a 20-25 ans facilement. Une auto-réponse de votre Je voudrais répondre à deux questions. Je voudrais revenir sur la question sur la sécurité des véhicules hydrogènes. Tout d'abord, il faut savoir que les véhicules sont conçus de manière très sécurisée et que, contrairement à ce qui peut se passer avec un système LPG ou CNG, une installation hydrogène est prévue pour se fermer en quelque sorte automatiquement lorsqu'il y a une fuite de gaz élevée. Donc il n'y a pas de risque d'une fuite de gaz élevée dans une installation en état. Deuxièmement, contrairement aussi au CNG et au LPG, les véhicules hydrogènes sont équipés de détecteurs d'hydrogène. Donc même s'il y a une fuite faible dans le véhicule, automatiquement la circulation d'hydrogène va être interrompue. Donc technologiquement, le véhicule est particulièrement sûr. Maintenant, vous avez vu ici, puisque je représentais du CAM, l'atelier que nous avons mis en place. C'est évidemment très différent de travailler sur un véhicule électrique qui ne demande pratiquement pas d'adaptation de l'atelier que de travailler sur un véhicule hydrogène. Là, dans le cadre des interventions, il peut y avoir émission d'hydrogène. Maintenant, effectivement, on constate au niveau du secteur automobile qu'il y a de plus en plus de projets qui sortent aujourd'hui avec des moteurs à piston. Si on avait posé cette question il y a 2 ou 3 ans, on aurait dit actuellement tous les projets industriels sur les moteurs à piston sont morts. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Nous avons des véhicules à allumage commandé ou des véhicules à allumage par compression avec un mélange de carburant fossile et d'hydrogène, et il y en a de plus en plus. Donc c'est une façon, en quelque sorte, de continuer ce que les constructeurs savent très bien faire à bon marché, c'est de construire des moteurs à piston qui pourraient fonctionner à l'hydrogène, même si le rendement de l'hydrogène dans un moteur à piston est encore beaucoup plus faible que ce qu'on peut trouver avec un carburant fossile traditionnel. Mais il y a beaucoup, actuellement, le marché est en train de bouger très très fort là-dessus. En fait, l'hydrogène est brûlé dans le moteur à piston aussi pour la cogénération et des autres applications, parce que on recycle une vieille technologie qu'on connaît bien et qui est très mature. Et de deux, je voulais ajouter aussi, c'est qu'en cas d'incendie, en fait, quand tout va mal, le véhicule est prévu lui-même pour avoir un flux d'hydrogène et un jet qui est dirigé dans une direction bien précise. Donc si vous allez mettre votre main là-bas, il ne faut pas, mais c'est en général c'est vers le haut du véhicule et c'est pas vers les côtés. Voilà. Il y a une expérience très fameuse, vous qui cherchez expérience Michael Swain de l'Université de Floride, qui vous montre que si vous êtes dans la voiture avec de l'essence, vous êtes rôti après une minute, et si vous êtes avec l'hydrogène, vous partez calmement et tout va bien, Madame la Marquise. Avec l'électricité, on est empoisonné. Pardon ? Un feu électrique, fait dans l'électrique, c'est plus dangereux, parce qu'on est empoisonné au fluor. Oui, mais par contre, la probabilité des incendies électriques, c'est 8 fois moins grande que les véhicules essence. Il faut savoir aussi. Vous vouliez parler, monsieur le Oui, je veux remercier les orateurs pour leur exposé. On a parlé de mobilité. Qui dit mobilité par transport, transporter quelque chose, ça demande de l'énergie.
Et je voudrais féliciter M. Snessen pour son diagramme. Il a montré qu'avec 100 kWh d'énergie, un véhicule à batterie, on a 75 kWh d'énergie mécanique à l'arrivée. Avec le véhicule à hydrogène, on n'a plus que 25 kWh d'énergie. Donc c'est un rapport de 1 à 3. Le véhicule à hydrogène consomme 3 fois plus qu'un véhicule à batterie. Alors, à une époque, on demande à tout le monde de faire des efforts d'économie d'énergie. Il faut isoler les bâtiments, il faut faire arrêter les appareils embellis, etc. Gaspiller l'énergie à un niveau pareil, c'est incompréhensible. Merci. Voilà, on a dit que c'était pas qu'il fallait considérer aussi deux autres arguments. Alors, on ne va pas revenir sur cette polémique-là parce que le verre nous attend et alors on sent déjà une pression psychologique. Et peut-être une dernière question. Pierre. Bonjour, Hugues Haine, je suis prof à la Haute École de la ville de Liège et je voulais poser une question, on va dire plus générale, en tant que simple citoyen. Si d'ici 15 ans, tout le parc automobile belge actuel passait à 100% voitures électriques, comment ferions-nous pour assurer l'approvisionnement en électricité de la Belgique, que ce soit au niveau géopolitique ou autre, mais comment ferions-nous pour pouvoir assurer cette production-là? Juste pour faire le lien avec la question précédente, si la solution proposée alternative à l'hydrogène, le problème que vous mentionnez est 3 fois pire. Puisque l'hydrogène est une forme de stockage d'électricité dans ce cas-ci. Et pour revenir un peu sur ce que j'ai dit, donc ce qui est vraiment important, c'est que on va bientôt, je ne sais pas si c'est dans 2 ans ou dans 5 ans, mais on va bientôt interdire, comme on interdit de remplir les piscines en cas de canicule, on va interdire de charger une voiture électrique quand on rentre chez soi à 6 heures. Ce sera interdit. Parce que sinon, effectivement, on aura un nombre de... D'abord, ce sera au niveau local, parce que les voitures électriques sont souvent dans certains types de quartiers, comme les panneaux solaires. Et donc, quand il y a beaucoup de panneaux solaires dans une même rue, on sait que ça crée des problèmes de congestion. Ce sera pareil quand il y aura des voitures électriques. Donc, ça va poser des problèmes d'abord au niveau local, avant de poser des problèmes au niveau capacité de production. Et ce qu'il va falloir faire, c'est être intelligent dans les règles au niveau de la recharge. Et comme je disais, les banques qu'on installe déjà aujourd'hui sont en très grande majorité connectées à une plateforme et pilotables. Et donc, il y aura une intelligence qui va se développer au niveau de comment on pilote et comment on reçoit les signaux pour les piloter intelligemment et pour absorber le vent et le soleil quand il est disponible et pour interdire ou diminuer la recharge quand il y a des problèmes de congestion, qu'elle soit locale ou qu'elle soit au niveau du réseau national. Le verre nous attend, mais je vais passer la parole à mon collègue Pierre Loualef qui va nous donner la conclusion. C'est un bien grand rôle. Non, pour l'évolution du système électrique, c'est clair qu'il y a une grande évolution qui va devoir avoir lieu sur le réseau électrique. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que cette évolution-là est devant nous. Passer d'un système thermique classique, que ce soit nucléaire ou gaz, à un système complètement renouvelable, je pense que la tâche est de toute façon importante. Que la mobilité soit dedans ou pas, ça change un petit peu l'équation, c'est 10, 15, 20, 30% en plus au niveau de la mobilité. Donc c'est clair que ça rend le problème un peu plus compliqué, mais c'est pas, je pense que ça ne change pas complètement le problème qui est en face de nous. Et donc pour l'instant, il y a une transition qui est en train de se faire au niveau de la production d'électricité, notamment au niveau éolien. Je ne sais pas ce qui se passera au niveau nucléaire, mais les techniques de stockage s'améliorent. L'installation, en tout cas, de nouvelles technologies de production au niveau même photovoltaïque progresse énormément. Donc c'est clair qu'il faut regarder les choses à 20, 30 ans. Mais le problème n'est pas simple. Je ne vais pas dire qu'on a tous les obligations. Et un point essentiel là-dedans seront les interconnexions. Donc si vous prenez le discours de Chris Peters aujourd'hui, le CEO d'Elia, qui a quand même été élu manager de l'année, il y a une vision extraordinaire, je pense, par rapport à la transition énergétique. Donc c'est l'investissement massif sur l'éolien offshore et les interconnexions avec le Danemark, le Norvégien, l'Angleterre, etc. Je pense que ça va changer totalement la donne par rapport à ce qu'on a maintenant. Mais il faut investir des quantités d'argent massives. Ça, c'est quand même une grande question. D'où va venir cet argent? Je pense que c'est une bonne question.
Micro-conclusion. Oui, juste une petite question. Je suis un peu étonné qu'on n'ait pas parlé aujourd'hui des solutions de stockage domestique. On a dit tout à l'heure que le prix des batteries avait diminué par 10 depuis quelques années. Je suppose que ça va continuer avec de nouveaux matériaux. Et là, c'est comme une solution idéale parce qu'on peut le chercher pendant la journée avec le photovoltaïque et éviter peut-être d'autres problèmes de réseau ou d'échange, ou de choses pareilles. Ça a été mentionné par M. Paris. En fait, le meilleur stockage, c'est la voiture. 20% du stockage, c'est 3 fois court. Plus besoin de construire d'abattre des collines en Ardennes. Pour la personne qui rentre à 18h et qui doit attendre peut-être, ou qui ne saura pas charger sa batterie pour le lendemain, avoir une batterie qui peut se charger la journée dans les heures creuses, une batterie domestique, c'est peut-être aussi une solution qui doit être plus déployée. On va arrêter là parce que je pense qu'on va pouvoir encore discuter de plein de choses en face d'un bon verre, en mangeant quelques acoustis. Je voulais d'abord remercier tous les conférenciers d'aujourd'hui, Arnaud Snossen, Patrick Hendrick, Nicolas Paris et Bertrand Mathieu. Je voulais aussi remercier Delphine et Marine pour encore une fois le super travail effectué par Liège Créative. Quelle belle initiative. Et Dimitra, qui pour aussi être la cheville ouvrière de toute cette histoire. Et je vous souhaite une très bonne soirée et en tout cas des discussions fructueuses dans le petit moment qui nous est donné, puisque quand on était en Covid, les webinaires, c'était quand même beaucoup moins marrant. Hein. Voilà, profitons bien de tous ces moments.